Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci déjà d'avoir accepté de te prêter à cet exercice. Je sais qu'on va revenir sur des choses qui ne sont pas agréables pour toi. Donc, je te remercie d'avoir accepté. Je connais la raison pour laquelle j'ai souhaité avoir ton profil dans ce podcast. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Nicolas, tout simplement. J'ai 36 ans. Je vis en Belgique depuis 10 ans. Il y a 15-20 ans, si on me disait que j'allais me retrouver en Belgique et tout, j'allais pas... je n'avais pas imaginé, quoi. Avant qu'on arrive à la raison pour laquelle tu te retrouves en Belgique, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis animateur. Je travaille pour une ONG. C'est en lien avec le demandeur d'asile, tout ça, mais c'est aussi beaucoup plus en lien avec tout ce qui est VIH et IST. Donc, on fait des campagnes qu'on diffuse dans toute la Belgique francophone. Je fais depuis 3 ans. Et voilà, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais jamais imaginé vivre en Belgique. Qu'est-ce qui t'a amené en Belgique? Je pense que j'ai commencé à penser à l'Europe à partir du moment où j'ai compris que je ne serais pas heureux au Cameroun. Il fallait à tout prix que je parte du Cameroun et tout. Et voilà, j'ai commencé à rencontrer les gens. J'étais au secondaire et tout. Mais avant ça, il y a eu d'autres incidents quand j'étais beaucoup plus jeune. Et peut-être que ça a eu une influence dans ma sexualité, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je suis né comme ça. Dans le sigle LGBTIQ+, à quel être t'identifies-tu? Non, je m'identifie comme un bi. J'ai tendance à dire aux gens que je suis gay, mais ça m'arrive de coucher avec les deux sexes. Je n'ai pas eu de problème avec ça. Donc, bisexuel à part entière? Oui, bi à part entière. Je me définis comme tel. D'accord. Donc, tu disais en début, quand tu parlais, que tu as toujours été comme ça. Il y a eu des incidents, c'est vrai. On n'est pas obligé de revenir dessus, mais qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu étais attiré par les garçons? Et à quel moment est-ce que tu as posé un nom dessus, que tu t'es dit, voilà, ceci, c'est mon orientation sexuelle et c'est ce que je suis? Je pense pas que j'avais 10 ans, hein, mais si j'avais raconté ça d'une autre manière, je pense que ça aurait été peut-être du détournement de mineurs ou un truc de genre. Parce que j'avais mon voisin qui m'appelait tout le temps dans sa chambre et tout. Et quand il prend son bain et tout ça, il m'appelait et tout. Et on faisait des trucs ensemble. Est-ce que j'ai commencé à prendre du plaisir à ce moment? Ça, je ne m'en souviens pas, je ne pense pas non plus. Mais et je crois que l'un de mes frères nous avait surpris un jour. Avec le voisin? Avec le voisin. Qui était aussi jeune, un peu plus âgé que moi. Peut-être de 2 ou 3 ans. Mais je pense que moi, j'étais mineur à cette époque, lui aussi. Donc, je pense que ce n'était que 2 jeunes qui s'amusaient. Ça a été la première personne, même dans mon enfance, avec qui j'ai commencé à faire, à m'amuser, quoi, si je peux appeler le mot. Mais naïvement. Donc, j'ai commencé à sentir ça au fil du temps, à l'école primaire, quand je grandissais. Que mes camarades de classe me plaisaient bien. Et que je les trouvais un peu mignons. Alors, ça veut dire que j'aimerais un peu faire la distinction ici parce que tu dis, ça a commencé avec le voisin, mais le plaisir en lui-même, tu as commencé à prendre plaisir à 15 ans, c'est ça? Mais je crois que la première fois que j'ai embrassé un mec, je devais avoir 16 ou 17 ans. Hein. Avant ça, je pense pas que j'avais déjà embrassé un garçon. Si tu n'avais pas eu l'expérience avec le voisin, est-ce que tu serais attiré par les garçons aujourd'hui? Je ne veux pas l'accuser parce que si je me rappelle, même mes camarades du lycée que je vois maintenant, j'ai toujours ce souvenir que j'aimais bien m'asseoir à côté d'eux et tout, tu vois, qui me plaisait bien. Tout ça ne venait pas de mon voisin, tu vois. Donc, lui, il est hétéro aujourd'hui, hein, il est très hétéro et tout, marié et tout ça. Donc, l'expérience avec le voisin s'est passée après que tu te sois rendu compte que tu étais attiré par tes camarades de classe? J'étais encore à l'école primaire. Tout ça s'est passé quasiment au même moment. Je pense que même si j'avais commencé avec les filles au tout début, je ne pense pas que d'une manière ou d'une autre, ça aurait changé quoi que ce soit. OK. Ton profil m'a énormément intéressée parce que j'aurais écouté encore ton interview tout à l'heure avec tes potes du Toli. Et l'interview est disponible sur YouTube. Je vais la rajouter dans les liens de cette interview. Et tu parlais de cet événement majeur qui s'est déroulé en 2006-2007. Où tu as été arrêté et condamné pour homosexualité au Cameroun.
et envoyé en prison. Est-ce que ça te dérangerait de revenir un peu dessus pour nous raconter les circonstances? Non, pas du tout. Aujourd'hui encore, quand je dis aux gens que j'ai fait la tôle et tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils sont un peu surpris. Il y a encore les souvenirs qui reviennent, le 14 février, moi j'étais en prison, tu vois, à ce moment-ci, tout se déroulait. Cette période-ci, c'est quand même très importante pour moi parce que je pense à ça. À tel moment, j'étais en cellule, à tel moment, tel se passait et tout, donc je n'aime plus trop le mois de février. Ça me rappelle quand même d'assez mauvais souvenirs. Mais le fait que je me retrouve en prison, je dirais que le ciel m'était tombé dessus encore une fois de plus parce que quelques années avant, déjà, mes parents ont su que je couchais avec des garçons et tout, machin. Et ils m'ont envoyé à Yaoundé pour aller étudier chez mon cousin. Et vous savez qu'au Cameroun, les nouvelles vont vite, quoi, donc dans la famille. Donc, mon cousin savait déjà que j'avais des soucis par rapport à ça, mais on n'en a jamais parlé. Vu que c'était juste un petit incident qui est arrivé à la famille et tout, et les gens étaient au courant, mais ça s'est arrêté là sans plus. Tu vois, du coup, mes parents se disent, bon, si je vais à Yaoundé et tout, je connais personne là-bas et tout, je vais pas faire de rencontres et tout ça, et que je vais certainement changer. C'est ce qu'ils se sont dit. Mais j'ai continué à rencontrer les gens et tout, et je suis tombé sur mon copain de l'époque, avec qui j'étais et tout ça. Bon, lui, au moins, on a eu quelques problèmes personnels, et il ne savait pas où j'habitais, mais ma belle-sœur, la femme de mon cousin avec qui j'étais, elle est la seule qui était au courant, parce que c'est chez elle que j'ai reçu mes coups de fil. C'était la seule dans la famille, la seule personne que j'ai trouvée très ouverte et tout sur la question. Et ça m'a fait plaisir. Il voulait me voir absolument, et pour qu'on essaie de régler le problème qu'on avait et tout. J'étais attiré par les mecs très costauds, très grands et tout ça. Donc, il était assez imposant. Juste il ne m'a pas dit comment il a fait pour retrouver où j'habitais. Mais je crois que pendant qu'on se voyait, j'ai dû lui expliquer où j'habitais. Donc, moi, je n'étais pas là. Et il s'est retrouvé chez nous. Et voilà, mon cousin a du travail et tout. Il trouvait un costaud gaillard qui est assis au salon chez lui et tout ça. Et malheureusement, mon ex là et tout, on s'est jamais revu après la prison pour essayer de discuter vraiment sur ce qui s'est passé. On s'est déjà dit pardon, virtuellement et tout ça, mais on n'a jamais l'occasion de vraiment se voir et tout. Donc, mon cousin le trouve chez lui, il appelle sa femme et tout ça. Sa femme lui a un peu expliqué que c'est un ami de Nicolas et tout. Bon, mon cousin a dû deviner ou un truc comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais mon cousin voulait qu'il parte. Mais sauf qu'entre-temps, il pleuvait. Voilà, mon mec a trouvé ça un peu bizarre qu'on le fout dehors pendant qu'il pleut et tout. Donc, ils ont commencé à se disputer et tout ça. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, mais ma belle-sœur était là. Et c'est comme ça que une bagarre a déclenché, quoi. Donc, mon cousin, en partant à la police, partait porter plainte pour violation de domicile. Un truc dans le genre, tu vois. Donc, ça n'avait rien à voir avec l'homosexualité. Mais vraiment, alors, rien à voir. Et comme il avait les amis au commissariat, et tout ça, donc, on a retrouvé le gars là où il habitait, on l'a coffré. Et maintenant, en faisant de les enquêtes, on essaie de savoir comment le mec s'est retrouvé chez nous. Et donc, c'est comme ça que mon cousin a lâché à la police que voilà, mon cousin est homo. Donc, c'était à la période où il y avait les top 50 et tout ça, où ça a chauffé vraiment à ce moment-là. Donc, le journal L'Anecdote. C'était vraiment, oui, on est tombé au mauvais moment. Donc, on n'a pas eu vraiment de bol. Donc, on n'a pas eu le temps. Moi, je connaissais pas Maître à l'époque. Je connaissais aucune association. Je crois que Alternative naissait aussi à l'époque. Alternative était bébé. Donc, je ne connaissais mais personne pour dire je vais appeler tel. J'avais pas beaucoup d'amis. Tout s'est tellement très vite passé. En 10 jours, on s'est retrouvés devant le procureur et tout. On a été déférés au parquet. On m'appelle après pour m'entendre. Et quand je viens, donc, pour qu'on m'entende et tout, moi aussi, on m'arrête. C'est un peu comme ça que ça s'est un peu passé. Mais je veux dire, on t'arrête sur quel motif? Parce que jusqu'à preuve de contraire, ce sont les relations sexuelles entre deux personnes qui sont condamnées au Cameroun. Ce n'est pas c'était pas l'apparence. Quand je dis ça aux gens, c'est vrai que quand j'écoute un peu ce qui se passe avec Shakira et tout, moi, ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu. On ne m'a jamais attrapé en flagrant délit. Au contraire, je pense que si on avait été dans des pays un peu développés comme l'Europe et tout, on aurait porté plainte à l'État, à ces gens qui nous ont arrêtés, nous auraient dédommagés. Hein. C'était une arrestation arbitraire, tu vois. Donc, mon mec, il avait un peu de sous à l'époque, lui, il a essayé de négocier un peu sa peau et tout ça. Et les mecs ont mangé son argent. C'était vraiment à l'époque où il y avait les top 50. Donc, je pense que pour eux, c'était une occasion de montrer aux gens que les homos existent et tout. En 10 jours, ma vie a basculé. En 10 jours, on s'est retrouvés en prison et tout ça, on nous a déférés au tribunal. On s'est retrouvés en Konegi, comme ça, sans savoir ce qu'on fait là. Et tout s'est enchaîné très vite, hein, parce qu'on nous a déférés un vendredi, et on devait remonter au parquet le mardi. Mes parents se battaient de gauche à droite pour négocier toutes les deux familles.
le dernier commissariat où on était, la dame, et encore, elle était très gentille parce qu'elle négociait avec mes parents et tout pour qu'on nous relâche. Mais le matin où mes parents sont venus pour qu'on négocie et tout, elle a reçu un coup de fil, on essaie tout pour dire qu'on nous défait, quoi. C'est comme ça que ma vie a basculé. Wow. Il y a une invitée qui est presque passée, elle est passée à 2 doigts de la prison. J'espère vraiment que j'arriverai à la recevoir. Mais avec elle, j'ai vécu de A à Z tout l'épisode, en fait. Et je peux confirmer que l'arrestation arbitraire, c'est définitivement des trucs qui se passent au pays. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore en contact avec le cousin? Quelles sont vos relations? Mais est-ce qu'il se rend compte, lorsqu'il porte plainte, de la gravité de l'accusation? Non. Il se rend compte au moment où on est déféré devant le parquet et on signe un mandat de dépôt. Après, on a su que c'était lui qui nous avait vendu. Mm-hmm. Et ça, il a su lui-même parce que quand ma mère venait à Yaoundé, c'est chez elle qui restait et tout. Ma mère, le matin, lui a dit clairement que c'est lui qui nous a vendu, quoi. Le temps qu'il se rend compte et tout ça, c'était un peu tard. On avait dit un peu moins de négocier avec qui que ce soit. Okay. Et encore, je pense que mes parents ont dû négocier un peu avec le procureur et tout, parce que sinon, ça aurait été plus d'un an d'incarcération. Ma relation avec lui, c'est compliqué. C'est difficile avec mon cousin. C'était compliqué d'abord. Je crois que la première fois que je l'ai revu, le jour où je ressors de prison, on m'a fait sortir dans la nuit, quasiment. C'est celui que je suis reparti. Tu vois, parce que on avait bénéficié à la fin, et tous les 2 ans, il y a la remise de peine, et nous, on avait bénéficié de cette remise de peine. Mais c'était plus grand-chose, parce que la remise de peine tombe en janvier et tout, et notre peine finit en février, et tu vois, donc le temps que tout le processus administratif se met en cours, à moins d'une semaine de un an d'incarcération, quoi. Donc, et donc, du coup, quand je suis sorti, les gens n'ont pas su que j'étais dehors le même jour-là. Les gens n'ont pas su, puis on nous a appelé, ils venaient sortir et tout. Et donc, je débarque chez lui vers 2h et tout ça. C'est sa femme qui était là. Quand il revient, donc, on lui a dit que je suis sorti, que je suis là, quoi. Donc, mais il ne voulait même plus que je reste. C'est-à-dire, pour lui, il fallait que le lendemain, que je rentre à Douala et tout. Donc, il voulait même plus me voir chez lui et tout ça. Il ne me l'a pas fait savoir, mais il a dit à sa femme, quoi. C'est compliqué. C'est un gars pour qui j'avais beaucoup d'affection. Et je crois que ça a entaché un peu cette affection que j'avais, cette estime que j'avais pour lui, quoi. Ok. C'est quand même brutal comme changement d'environnement. C'est-à-dire que tu passes d'une maison... Un petit jeune comme moi qui se retrouve en prison et tout ça. Si, c'est très brutal, déjà avec tous les passages dans les multiples cellules, ici et là, où on nous a envoyés et tout. Et on entre en prison un vendredi, tu vois. Un truc qui est passé depuis 2006. Je me rappelle encore du jour et tout ça pour te dire à quel point c'est des trucs qui m'ont marqué, quoi. Et ça m'a marqué à vie. On défère les prisonniers un vendredi, mon père m'a vu quand je montais dans le camion, là, que tout le monde connaît, des prisonniers et tout ça, avec les chaînes. C'est pas les minottes, c'est quasiment les chaînes comme les esclaves et tout de l'époque. Je ne sais pas, c'est difficile. Je pourrais pas souhaiter ça à quelqu'un, en fait. Pour un petit jeune, un adolescent comme moi, enfin... C'est dur, en fait. Et je me retrouve en prison, on arrive un vendredi, et on me fait entrer dans la grande cour en Kondengui et tout. Je vois encore les murs hyper grands et donc j'ai l'impression de rêver, je réalise pas où je suis, en fait. Et on nous amène dans la case de passage où tout le monde passe par là, tu vois, avant de vous loger dans les différents quartiers, ça dépend des moyens de tout un chacun. On nous a envoyés au Kosovo parce que là-bas, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent pour se loger dans les quartiers meilleurs. Et c'est là-bas qu'on vous envoie. Ici, plus tard, vous voulez changer de quartier, vous payez et on vous loge ailleurs. Et parce que c'est le lundi qu'on devait nous loger dans les différents quartiers. J'entends encore les voix à 5h du matin des prisonniers. Les prisonniers sont très pieux, ça, il faut... Ça, je le dis encore. C'est pas pour rire, mais j'ai vu à quel point les prisonniers étaient très pieux. La vie en prison commence à 5h du matin. Tu entends les musulmans qui crient l'heure de la prière de leur côté. De l'autre côté, c'est les gens qui prient aussi. Et ça m'a réveillé. Et c'est les premiers souvenirs que j'ai de mon passage de ma vie en prison, quoi. Et je me rappelle que je me suis réveillé, je me suis assis et j'ai commencé à pleurer. Il y avait un monsieur dans la salle où on était, c'était obscur, mais il a remarqué par les rayons de lumière qui entraient dans la cellule et qui me demande, petit, tu pleures quoi? Je ressens encore ces paroles et tout, dans cette promiscuité. Le samedi, ma mère est venue me voir, parce que quand elle a appris que j'ai été déféré, elle est venue directement. Et on m'appelle donc, et tout, on me fait sortir de la cage de départ. On m'emmène dans la grande cour en prison. Et la première réaction que j'ai eue, quand je vois ma mère, c'est que je fonds en larmes. J'ai toujours le souvenir de ma mère. Ma mère m'a toujours dit qu'elle
de tous ses enfants, c'est moi qui l'aimais le plus. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Et je ne sais pas si ce qui s'est passé a eu un impact dans l'affection que ma mère me portait, mais le fait qu'elle me dise ça, tu vois, ça, j'ai beaucoup pleuré. Tu ne sais pas si tu culpabilises parce que tu as tout un mélange de sentiments qui t'animent en ce moment. Tu ne sais pas si le problème vient de toi ou bien tu essaies de comprendre en fait. Et j'étais tout ado, donc je suis culpabilisé quand même, quoi. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est maintenant que, avec le temps que je me suis rendu compte que, en fait, j'ai rien fait du tout, tu vois. Donc, c'était pas de ma faute. C'était à eux de me comprendre, mais c'est eux qui ne me comprenaient pas, mais, voilà. Quand tu pleures à 5 heures du matin le samedi d'après, j'imagine qu'il y a déjà le choc, c'est-à-dire que on n'est plus dans un lit douillet, mais on est en compagnie d'étrangers que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il y a toute une année, 365 jours qui doivent s'écouler. Quand tu te retrouves ce matin-là, qu'est-ce qui passe dans ton esprit? Je me posais la question, moi, qu'est-ce que je fais là? C'est ça qui me faisait pleurer, en fait. C'est que, pourquoi est-ce que je me retrouve en prison? Pour moi, c'était pas ma place, en fait. Mm-hmm. Et c'est ça qui me faisait pleurer, en fait. Est-ce que tout le temps où tu as été en prison, tu parlais de l'Alternative Cameroun qui était en pleine éclosion, est-ce que vous avez fait appel à des avocats pour essayer de plaider votre cause? Non, parce que, comme je t'ai expliqué, tout ça a enchaîné vraiment très vite. On est passé à la barre, au tribunal sans avocat, hein. On n'avait pas d'avocat. Donc, moi, j'avais pas d'amis qui avaient des connexions avec des associations. Je connaissais personne. Je pense que mon copain non plus. Donc, le temps que les gens apprennent qu'on a été arrêtés, on avait déjà été condamnés. Et je pense que les 10 jours même auxquels on devait faire appel étaient déjà passés. Donc, le procureur avait demandé, enfin, on avait déjà mes parents qui avaient faire appel. Faire encore appel, tu vois, ça prend du temps et tout. Et mes parents, ils se seront dit, OK, un an, ça va vite passer. Et puis, comme le procureur avait dit à mes parents que c'était une manière de nous punir, et donc, pour mes parents, ils n'ont pas trouvé que c'était un faire appel, tu vois. On n'avait pas d'avocat. Donc, on savait pas trop comment, mes parents n'ont jamais été à un tribunal, tu vois, c'est la première fois et tout. Et donc, tous ces rouages et tout ça, moi, je connaissais personne du tout. Et je pense que c'est à la sortie de tout ça que j'ai commencé à m'intéresser, aux associations, j'ai commencé à être militant, féministe et tout, tu vois. Donc, avant que je connaisse cette injustice, je ne connaissais, moi, rien, je ne m'intéressais pas beaucoup à ça. Parce qu'on se dit que c'est des choses qui ne peuvent pas nous arriver, donc on pense être discret, on fait attention, voilà. Moi, j'ai toujours dit aux gens que si on m'avait pas arrêté, je pense que même aujourd'hui, mes parents n'auraient peut-être pas su que je suis attiré par les mecs. Non. Enfin, ils auraient soupçonné, mais ils n'auraient pas eu confirmation. Ils auraient soupçonné, voilà. Mais les gens ont su très tard. Les Tradiscom et tout ça, ils ont su super tard. Et on avait quelques personnes des ONG étrangères qui envoyaient quelqu'un tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Ils nous remettre de l'argent de poche. Mais c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Hein. Moi, j'ai jamais vu personne d'alternative ou qui que ce soit qui était venu nous voir. Par contre, on a trouvé les 12 de l'époque qui étaient emprisonnés et qui étaient encore là. Eux, ils étaient encore en plein procès. Donc, eux, ils avaient des avocats et mécanismes qui les soutenaient. Donc, quand nous, on arrivait en prison, eux non plus ne nous connaissaient pas. Je me souviens d'amitié avec certains et toi avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Et voilà, quoi. Tout ce qu'on avait à faire, c'était patienter qu'une année passe. Mais comment tu survis en prison? Tu arrives dans un environnement où tout le monde sait que tu es là parce que tu as été condamné pour homosexualité. Mais tu arrives à finir les 1 année. Quels étaient tes moyens de survie? Ma foi m'a beaucoup aidé. Mais après, il n'y a pas que des méchants en prison. Hein. J'ai rencontré des gens formidables et tout ça qui m'ont soutenu, psychologiquement avec qui discutais aussi. Il y a aussi des gens qui comprennent, des gens avec qui je suis devenu très ami et qui m'ont pris sur elle. J'ai eu beaucoup de mal avec les musulmans. J'ai eu beaucoup de mal. Il y en a qui m'ont menacé de mort et tout. J'ai eu beaucoup de mal avec les musulmans. Pourquoi? Franchement. Parce que, ouais, ils savaient que j'étais là, certains n'aimaient pas discuter avec moi. Je tiens à rappeler que mon histoire est quand même passée, a fait la une des médias. Du coup, quand je marchais en prison, quand je me baladais en prison, on me pointait du doigt. Dans le jour, j'entendais des gens en parler et tout. Les gens me disaient, on n'a pas de la radio et tout ça. Voilà. Donc, j'ai entendu moi-même comme ça qu'on parlait de moi à la radio, tu vois. Donc, on sait comment, certains musulmans radicaux, concernant l'homosexualité avec eux, c'est pas toujours top, quoi. Il y en a qui m'ont beaucoup menacé. Franchement, j'ai eu plus de mal avec les musulmans, mais pas que. Tu vois, j'ai eu d'autres personnes aussi qui n'étaient pas musulmans, qui ne voulaient même pas que je m'approche d'eux. Les douches ne sont pas individuelles en prison. Ça veut dire que si tu vas te prendre ta douche, tu vas trouver qu'il y a déjà au moins 10 personnes qui se douchent. Et tous sont à poil. Et j'ai aussi beaucoup de mal aussi à ce moment parce que parfois j'arrive, je trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je voie la nudité, qui sortent carrément.
Et quand les gens viennent me trouver que moi je prends ma douche, les gens peuvent attendre que je finisse et qu'ils entrent. Ouais, j'ai eu beaucoup de remarques désobligeantes, hein, donc... Discriminé même en prison. Beaucoup, oui, beaucoup, 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 beaucoup. Les gens voyaient que les mecs m'approchaient beaucoup, parce que c'est pas que la prison est remplie d'homos, hein, mais un jeune mignon, beau gosse comme moi, désolé, qui débarque en prison, et tout le monde sait pourquoi je suis là. C'est clair que les gens m'ont beaucoup courtisé, donc... et quand les chefs de quartier, comme on appelle, voyaient ça, on m'a changé de cellule plusieurs fois. Juste parce que les mecs m'attendaient parfois le matin pour discuter avec moi. Et je sors, j'ai envie d'aller prendre mon bain et tout. Je trouve les gars qui sont placés là, ils vont me parler. Ils ont commencé à beaucoup parler en prison, que les gens me courtisaient beaucoup. Les prisonniers n'aiment pas ça, tu vois, c'est très pour eux, ils veulent pas, tu vois. Donc on m'a changé de cellule plusieurs fois pour que je sois en paix. Mais les prisonniers sont ce qu'ils sont, ils sont téméraires. Et aussi, ma foi aussi, j'ai beaucoup médité en prison, j'ai beaucoup prié. Ma foi m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé aussi. Alors, tu sors en, c'est quoi, 2007, 2008? En 2007. Quand tu es sorti, tu es allé voir ton oncle. Il a voulu que tu rentres, enfin, que tu sortes de chez lui le lendemain. Mais comment ça se passe dans la famille? Comment est-ce qu'elle t'accueille quand tu sors de prison? C'est dur, hein. Surtout quand tu es dans un quartier où tu as vécu et que quasiment tout le quartier c'est au courant que tu es en prison, que tu as été en prison pour une sexualité. Les gens ne me le disaient pas, mais tu sentais quand même que on parlait dans ton dos et le regard des gens aussi. Tu sens que les gens sont au courant. Ok, d'accord. Ça ne vient pas de ma famille. Je pense que ça vient du fait que les gens étaient au courant. C'est arrivé. Je ne vais pas commencer à pointer les gens du doigt, tu vois. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué parce que mes parents étaient dû de le divorcer par rapport à ça. C'est pas arrivé parce que mon père disait que c'est ma mère qui m'encourageait à faire ça. Si elle ne m'avait pas envoyé à Yaoundé, je n'aurais pas été en prison et tout. Donc, c'était assez tendu. Quand j'étais en prison, ma famille directe, ça veut dire que ma soeur, mes frères, mon frère jumeau et mon père est venu quelques fois. Après, il n'est plus venu. Personne d'autre de ma famille n'est venu me voir. Mais par contre, j'ai reçu des lettres, des cousins qui m'envoyaient et tout, des tantes, tout ça, des lettres, où je m'imaginais tout ce qu'on me disait, tu vois, des faire honte à la famille, machin. Et personne n'est venu me voir à Yaoundé. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je retiens, que je garde, quoi. Et tous ces gens viennent vers moi et tout, c'est quand ils sont dans le besoin et tout, ils viennent me voir et tout ça. Mais je suis un être humain, donc je suis pas rancunier. Mais je sais que ça énerve quelques-uns de mes amis ou de quelques-uns de mes proches, tu vois, quand ils voient ça. Mais c'est vrai que je trouve le coup aux gens, c'est que je dois toute ma famille, pas seulement, même à mes frères et sœurs, tu vois, donc, parce que tous m'ont jugé. Et, je pense que je ne devais pas aller d'un côté et laisser l'autre. Je ne vais pas dire non. Les ceux qui sont venus me voir en prison, mais même ceux qui sont venus me voir m'ont aussi jugé, tu vois, donc je ne vais pas me faire la part des choses. J'ai dit, voilà, soit je parle à tout le monde, soit je parle à personne. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois un peu les choses, quoi. Okay. Mais c'était compliqué dans la famille. Je me suis retrouvé d'une prison à une autre, quoi, où je pouvais presque pas sortir. Les moindres déplacements étaient suivis à la loupe, tu vois. Et à partir du moment où quand j'ai des amis qui viennent me voir à la maison, que c'est des garçons, pour eux, tous ceux qui venaient me voir étaient gays. Même mes amis qui n'étaient pas au courant que je le prenais. À chaque fois qu'ils venaient me voir à la maison, on les agressait devant la porte. Vous voulez quoi? Vous voulez qui? Vous voulez voir pourquoi? Il y avait cette confusion. Et donc, c'était un peu ça, quoi. Au point où j'ai fugué. Je suis allé rester avec un ami. Je pense que je suis resté 2 mois chez lui, hein. Et j'ai senti qu'il en avait un peu marre aussi à un moment. C'est normal. Je n'en veux pas. Je suis reparti à Yaoundé. J'ai cherché un monsieur, Bakoko, qui m'avait d'ailleurs décidé aujourd'hui, paix à son âme, qui m'avait aidé en prison. Parce que pour moi, c'était impossible que je reste à Douala. Je ne savais pas où aller. Donc, du coup, j'avais le numéro du monsieur. Je l'ai retrouvé. Il m'a pris avec lui de 2007 à 2009, quand je suis reparti à Douala. Tu es reparti dans la famille en 2009? Oui. Je suis resté au moins 2 ans, sans faire signe de vie, sans appeler personne. Personne ne savait où j'étais et tout. Je ne regrette pas d'avoir coupé les ponts. Je pense que j'avais eu besoin de ça aussi. J'avais eu besoin de ça. J'ai trouvé un monsieur avec sa femme qui m'ont compris, qui m'ont pris tel que j'étais. Et c'est de ça dont j'avais besoin. Les gens m'ont dit que oui, c'était au Cameroun et tout. Oui, mais moi, j'avais besoin d'une famille qui me soutienne. Mais entre-temps, j'ai toujours eu ma copine, hein, parce que ma copine, la mère de ma fille, elle et moi, on était ensemble depuis la classe de seconde. Donc, malgré tout ce qui m'arrivait, j'avais quand même aussi ma copine qui était là. Elle savait pourquoi j'étais en prison. Ça m'a pas empêché que quand je suis ressorti, elle et moi, on n'a pas repris tout de suite. Tu vois, je crois que notre relation reprend aussi
vers 2007, début 2008, parce que elle tombe enceinte en 2007 et ma fille est née en 2008. Et l'école, c'est-à-dire que quand tu fais ce break avec la famille et tu vis chez le monsieur, comment ça se passe avec l'école? Puisque quand tu vas en prison, tu es en quoi? En seconde, première? Moi, je suis en première. Voilà. Et quand tu sors de prison, donc, est-ce que tu reprends l'école pour finir avec le bac? Est-ce que tu abandonnes? Mon bac, je l'ai eu déjà quand j'étais en prison. Hein. Mon bac, je l'ai eu quand j'étais en prison. C'est autorisé les cours en prison? Oui, il y a une école en prison. OK. Je suis pas reparti directement à l'école. Hein. Donc, entre aller à la famille, tout ça, fuguer et tout, c'est clair que je n'avais pas la tête à ça. Et c'était compliqué. Je ne pense pas que c'était compliqué. Je pense que mon père ne voulait plus à ce moment me payer l'école. Parce qu'il s'est sûrement peut-être dit que quelque chose que je vais aller faire là-bas. Je pense que la relation avec mon père s'est beaucoup, beaucoup dégradée à partir du moment où j'étais en prison. Mm-hmm. Quand il est décédé, père à son âme, on n'a pas eu l'occasion de parler de ça. Mais c'est quelque chose, je l'en voulais par rapport à ça. Tu vois, parce que moi, j'étais qu'un enfant. Et je le ferais revenir uniquement qu'on parle de ça. Quand je l'ai vu coucher dans le cercueil, je ne pleurais pas parce qu'il est mort, mais je pleurais parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Donc, et quand j'habite chez le monsieur me fait faire une formation en informatique et tout. Au moins, voilà, il voulait que j'aille, malgré tout, que j'aille à venir. Et le monsieur m'a dit que c'était important qu'il sache où j'habitais. Parce que le monsieur est Bakoko et tout, et puis mes parents sont aussi un peu Bako. Malheureusement, lui au moins, on s'est gâté. C'est des détails auxquels j'ai pas envie de revenir, parce que je crois que ça ne concerne pas trop ce que je suis en train de vous raconter. Mm-hmm. Voilà. Donc, je pense que c'est au partir du moment où ça se gâte avec lui que je reviens dans la loi là. J'ai commencé par des petits boulots, hein. J'ai bossé dans des chantiers. Quand je descends aux gens aujourd'hui, les gens me disent, Nicolas, toi, tu bosses? Je dis que oui, je suis repassé dernièrement à Douala dans un chantier, une maison où j'ai travaillé et qu'on a construit, un immeuble et tout. Donc, tous ces souvenirs sont revenus. C'est quasiment les derniers boulots que j'ai fait quand, entre-temps, j'ai bossé sur Alternative, tu vois, donc j'essaie de m'en sortir. Et je crois qu'il y avait le poids de la responsabilité parce que j'étais déjà papa. C'est un adhérent à cette association. J'ai commencé à beaucoup me poser des questions sur ma vie. L'envie de partir du Cameroun, ça commence à partir du moment où j'étais en prison. Je vais faire une petite parenthèse. Je suis tombé amoureux d'un mec en prison, un Camerounais, un gars de Kribi. Et lui, moi, on avait beaucoup de projets. Comme on savait qu'en Afrique du Sud, ça a été accepté. On avait des projets qu'on a en Afrique du Sud parce que c'était plus facile pour nous d'aller en Afrique du Sud. Bon, c'est resté une belle histoire qui est restée uniquement en prison parce que le mec est sorti après moi et petit à petit, l'histoire a pris fin. D'accord. C'est dommage. Donc, l'envie de partir du Cameroun commence en prison. Et comment est-ce qu'elle se concrétise? Puisque tu es en Belgique aujourd'hui, ça va faire quoi, 10 ans? Ça va faire 10 ans au mois de mai. Les premières années après ma sortie de prison, je parlais pas beaucoup de ma prison en fait. Hein. Je pense que si ce n'était pas dans le cadre d'association et tout, c'était très difficile pour moi de parler de cette partie de ma vie. Je le disais aux gens très difficilement. Et ce qui fait que quand même quand j'ai rencontré mon dernier mec avec qui je suis sorti au Cameroun, c'est pas moi qui lui ai dit que j'étais en prison, tu vois, on lui a dit, tu vois, parce que c'était difficile pour moi de lui en parler et il était choqué. Et pour moi, c'était au début d'une relation, je tenais beaucoup à lui et tout, je pensais qu'il allait me larguer et tout ça. Mais en fait, on lui a dit, peut-être en pensant qu'il va rompre avec moi, mais non, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Donc, en 2010, les choses commencent un peu à s'éclaircir. Je tombe sur le président Arc-en-Ciel de Bruxelles, une association LGBT. Et dans une banale conversation sur Facebook, hein, il y avait un truc sur Metralis comme sur Facebook et les Camerounais étaient déçus, comme on a l'habitude de lire sur les réseaux sociaux. Hein, et lui, au moins, on était en train de répliquer. Tu vois, et c'est comme ça qu'on se met en contact. Et il me dit, alors Nicolas, c'est pas trop dur le Cameroun et tout. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'arrestations. C'était le carnage au Cameroun. Hein. Aucun pays en Afrique francophone n'a jamais eu autant d'arrestations arbitraires comme au Cameroun. Hein. Je pense que fin 2010, début 2011, je pense que lorsque je parle du Cameroun, des arrestations, on avait tout le temps. J'ai envie de prolonger jusqu'en 2012 et apparemment ça recommence. Les arrestations arbitraires deviennent un peu plus fréquentes. Donc à un moment ça va arrêter, mais là on a l'impression que si ça recommence encore et on se pose encore des questions. Et c'est comme ça que je lui ai expliqué que oui, effectivement j'étais en prison. Je lui ai raconté mon histoire et je pense qu'il a été touché par ce que je lui ai raconté. Et il décide donc de me faire venir en Belgique. C'était en collaboration avec tout son staff. Parce qu'ils avaient décidé, en 2011, que en Belgique soit sur le signe de la solidarité. Donc, ils avaient envie de faire venir quelques personnes qu'ils ont choisies comme ça au volet, quoi. Mm-hmm. De les faire venir en Belgique
Et j'étais parmi ces personnes-là, quoi. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu de visa. Pour eux, c'était une forme de solidarité. Pas faire venir toute l'Afrique, mais essayer au volet de prendre 2 personnes ou 3 personnes. Et on était nombreux, hein, je pense que. Et ils voulaient profiter du fait de la Gay Pride pour nous faire venir. Et donc, je savais déjà tout le processus, quoi. Quand j'arrive en Belgique, je demande l'asile. Et donc, en quittant déjà le Cameroun, je savais comment ça allait se passer à mon arrivée en Belgique. Tu vois. Et je pense que le fait que je bosse aussi Alternative Cameroun m'a aussi aidé. Et c'est comme ça que je débarque dans ce petit pays que je ne connaissais même pas du tout. Et que je ne savais pas qu'il y avait 3 langues ici. Et que le français belge était bizarre. Et comment on buvait la bière ici, on mangeait des frites, quoi. Donc, mais c'est un pays qui m'a tout donné et à qui je serai reconnaissant toute ma vie. Hein. Alors aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme étant hors du placard malgré cet épisode de la prison? Officieusement, oui. Même si j'ai une relation avec une fille aujourd'hui et que j'ai des projets avec elle, ma famille s'est toujours dit qu'ils ne savent pas, ce serait se mentir à eux-mêmes, ce serait être hypocrite. C'est pour ça que maintenant avec le temps, parce que je reste toujours très actif sur les réseaux sociaux, je reste toujours très actif et très sensible parce que au-delà du fait que je suis un activiste et tout, je suis aussi féministe. Donc, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux me voient toujours intervenir sur des trucs, des articles et tout ça, où on parle mal de la femme, on parle mal de l'être humain en général. Et moi, je suis très sensible par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, calme-toi, Nicolas, reste tranquille, fais profil, et tout. Mais moi, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Et mes frères, ils voient quoi. Ils voient que j'interagis, je réagis et tout, je défends les gens et tout ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Mes frères, au début, je l'ai jamais vu insulter quelqu'un quand même sur les réseaux sociaux, hein, parce que ils savent aussi qu'ils ont quelqu'un dans la famille qui est comme ça. Et avec le temps, surtout mes frères qui sont ici, je vois qu'ils sont amis avec certaines personnes qui sont ouvertement gays et tout, et qui discutent bien avec eux. Je pense que même s'ils n'acceptent pas l'homosexualité, ils commencent déjà à le tolérer. Est-ce que c'est parce qu'ils vivent en Europe? Ça, je me suis posé la question. Peut-être. Et avant, ça n'avait pas. Mes frères, ils étaient homophobes, très homophobes, les 2 qui sont ici. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais ça ne peut qu'être une bonne chose, quoi. Donc, et ma soeur non plus, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, je me suis battu avec elle. Je ne l'ai jamais vu, au grand jamais, insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux et tout. Pourtant, on sait qu'on est dans les mêmes forums où il y a certains gars qui sont ouvertement gays. Et nous tous, nous le savons. Donc, voilà. Donc, s'ils disent aujourd'hui qu'ils ne savent pas qui je suis, ou bien c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes, quoi. Je sais qu'ils ne vont pas me dire ouvertement, ou bien... Déjà, le fait que je ne les vois pas insulter quelqu'un, tu vois, c'est déjà le fait qu'ils savent à eux-mêmes qu'ils ont un frère qui est aussi comme ça. Donc, D'accord. Donc, officieusement, tu es hors du placard, mais officiellement, tu ne les as jamais fait asseoir pour leur dire que, voilà, non, ça, c'est ma réalité. Non, parce que je pense que c'est ma vie privée, ça ne la regarde pas. J'ai pas besoin. C'est vrai, mais je pense que les hétéros n'ont pas besoin de faire asseoir les gens pour leur dire qu'ils sont hétéros. Je pense que c'est pareil pour un homo, tu vois, ça reste ma vie. Ma copine avec qui je suis aujourd'hui, elle a eu des rumeurs comme quoi j'étais bisexuel. Donc, j'ai une nouvelle relation, je n'ai pas encore parlé avec elle, mais je compte le faire. Donc, pour toi, on n'a pas besoin d'une assise pour assumer son orientation sexuelle. À partir du moment où on se sent persécuté de la famille, oui, ça on a ce droit de faire asseoir les gens pour leur dire je suis malheureux, c'est ma vie et tout, j'assume et tout. Mais si tu es dans une famille où on ne te pose pas de questions, on te dit, si c'est les gens du dehors, oui. Même si j'ai eu à le suivi dans ma famille, aujourd'hui ce n'est plus le cas. J'ai toujours dit aux gens, si on me pose la question, je vais dire oui. Je le dis toujours aux gens, à mes amis et tout, que vous n'avez pas besoin de dire aux gens que je suis gay si on ne vous pose pas la question. Tu vois. Donc, si on vous pose la question, dites oui. Mais si on nous pose la question, on n'a pas besoin, parce que les hétéros n'ont pas besoin de dire ah bonjour, je suis hétéro. Non. Donc, mais oui. Donc, si on me j'ai 36 ans, si on me pose la question, je vais dire oui. Tu vois, donc j'arrive à un âge où ça sert à rien de faire retoucher tout ça. Donc, Et aujourd'hui, avec la communauté, tu disais que tu es toujours très actif. Est-ce que tu participes toujours autant? Je sais que tu travailles dans une ONG en Belgique, tu l'as dit en début d'entretien. Est-ce que tu es toujours autant impliqué dans les communautés LGBT, les associations LGBT du Cameroun? Ou d'ailleurs? Mais à chaque fois que je vais au Cameroun, je vais toujours faire un saut à l'alternative. Malheureusement, les gens que j'ai trouvés là n'étaient pas ceux que j'ai laissés quand je partais.
Beaucoup de mes amis font partie des associations, donc je suis toujours au courant de ces choses qui se passent et tout. Mais avec le temps, peut-être je reste à l'ombre, quoi. Donc, je continue tant bien que mal, oui, à défendre les droits des LGBT. Parce que même dans mon Facebook, quand je vois un article où entre les Shakiro et tout, voilà, je m'installe dessus et puis je dis ce que j'ai à dire, tu vois. Donc, je m'en fous ce que les gens vont lire, tu vois. Donc, moi, les gens vont comprendre que... Et puis, dans mon profil Facebook, c'est marqué activiste ou féministe. Donc, déjà, quand tu viens, tu tombes dessus, tu sais à qui tu as affaire. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi est-ce que tu es obligé de mettre activiste, féministe? Où je dis, ben oui, parce que c'est ce que je suis. Donc, pourquoi je dois avoir honte de dire ce que je suis? Parlant de cas Shakiro, justement, quelle est ta position dessus? Je pense que chacun connaît qu'une personne parmi tant d'autres qui est en train de vivre c'est que beaucoup comme lui ont vécu, hein, parce que les arrestations au Cameroun, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, il n'est que victime du système camerounais. Oui, j'ai des amis qui disent, oui, machin, il a fait un peu trop et tout, il devait être plus discret. Oui, on comprend, mais après, c'est ce genre de personnes qui amènent le débat sur la place publique. Donc, moi, j'aime quand le sujet est mis sur la table. Pour moi, c'est bien. Tant qu'on en parle, ça ne peut qu'être dans notre avantage. Tu vois, au moins, les gens savent que oui, les études sont là. Est-ce que son arrestation est une mauvaise chose? Quelque part, je dirais que oui, on l'a arrêté, il se retrouve en prison et tout, mais pour moi, c'est aussi une bonne chose parce que ça ramène encore le débat sur la question. J'ai su beaucoup de blogueurs qui n'ont pas parlé de ça. Au moins, c'est une bonne chose. Tu vois, là, tu vas voir les avis des gens sur la question et ça ne peut qu'être dans notre avantage. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de carte d'identité. C'est ce qu'on m'a expliqué hier, que c'est le fond du problème, que les gens qui l'ont arrêté ont masqué le motif pour lequel on l'a arrêté, que c'était pas homosexuel, que c'était plutôt défaut de carte d'identité. Donc, comme par hasard, ça tombe sur lui. C'est un peu amusant. Et surtout quand on sait le délai que ça prend pour obtenir une pièce d'identité officielle au Cameroun en ce moment. Voilà. Et le problème, c'est qu'on m'a dit que lui veut se faire, il veut être reconnu dans sa carte d'identité comme trans et tout, c'est impossible au Cameroun. Pour le moment, ne nous dispersons pas. Les combats, c'est étape par étape. Donc, si on réussit déjà à dépénaliser l'homosexualité au Cameroun, tout le reste viendra après. Mais que Shakiro ne saute pas les étapes parce que c'est compliqué déjà pour arriver à dépénaliser l'homosexualité. Alors, si lui veut déjà qu'ils soient reconnus comme trans au Cameroun, c'est pas... Moi, j'ai recommandé ça. C'est dommage, en fait, parce qu'il est jeune. Et je ne sais même pas s'il fréquente Alternative. Je ne sais pas s'il s'y intéresse. Et moi, j'ai toujours dit aux gens et toujours dit à mes amis que intéressez-vous à ces associations parce que vraiment, c'est elles qui nous aident. Vous n'avez pas idée. Intéressez-vous à cette association. Au moins, vous connaissez vos droits et tout. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Et quand on les arrête, ils ne savent pas. Voilà, c'est dommage en fait. Donc pour toi, il faudrait qu'on fréquente des associations et qu'on s'éduque sur nos droits. Je sais qu'il y a des gens qui sont discrets, qui n'ont pas envie et tout, mais il faut qu'on s'y intéresse. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui non, j'y vais pas là-bas, oh non, et tout. Voilà, Alternative est dans une barrière. Quand tu vas entrer, c'est pas le jour où tu vas entrer que quelqu'un va comme par hasard sur la moto va te voir entrer là-bas. Donc, je comprends la discrétion des gens, mais ces associations, moi j'ai beaucoup de respect pour elles et encore, tu vois, parce que il y a quelques années, quand moi j'allais en prison, il y avait Alternative comme moi à l'époque, hein. Maintenant, il y en a plusieurs dans beaucoup de villes, tu vois. Donc, c'est dit la chance que nous avons. Et je crois que le voisinage, si on parle d'alternative, le voisinage direct d'alternative est plus ou moins sympathisant de la cause maintenant. Parce que je crois que Alternative a démontré par ses actions que c'était une association qui avait un certain standing dans son voisinage. Donc, ceux qui sont encore effrayés, ils devraient définitivement y faire un tour. Tu parlais tout à l'heure de la prison et tu aurais aimé avoir une famille qui t'accepte et tout. Donc, du coup, ça me fait penser à la santé mentale. Tu as été dans une prison physique, tu as été dans une prison morale, tu as navigué pas mal de pression. Comment est-ce que tu gères ta santé mentale dans tous ces imbroglios? Voilà. Si j'ai la possibilité demain, ce que je mettrai en place, c'est une cellule psychologique. Je pense que même le système carcéral devait mettre ça en place, en fait. Que même après la prison ou pendant l'incarcération, qu'il puisse avoir un psy, qu'il puisse consulter les gens, parce que ça, il n'y a pas. J'ai pris du temps pour me soigner moi-même. C'est plus le fait que j'en parle avec des années plus tard. C'est avec ça que je fais ma thérapie. Mais ça a pris du temps. Et je pense que oui, c'est le fait que il y a ma foi, il y a le fait que j'en parlais aussi, qui m'a beaucoup aidé, quoi. Ok, on revient un peu sur l'affaire de foi, là. Comment est-ce que tu vis ta foi et ton orientation sexuelle?
Ma foi n'a jamais influencé ma sexualité. Hein. Je pars du principe que Dieu a créé tout le monde différemment. Dieu nous aime tel que nous sommes et tout. Quelques rares fois, ça m'est arrivé de culpabiliser, mais avec le temps, j'ai compris que non, que Dieu me met tel que je suis. Je crois beaucoup en Dieu. Je pense que tout ça m'a aidé aussi dans tout ce que j'ai pu traverser. Tu fréquentes une église? Vraiment, pour être honnête, ça va faire au moins 2 ans que je suis pas entré dans une église. Je fréquentais une église américaine ici. Hein. Je me suis retrouvé dans cette église parce que j'en avais un peu marre des églises ordinaires et tout. C'était le même discours. D'autant plus que dans ces églises, il y a beaucoup d'interdits et tout. Mais là où moi j'ai fréquenté, j'ai jamais eu ce genre de discours. Moi, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter et tout. Bon, du coup, je me suis beaucoup retrouvé dans ça. Et pourquoi tu as arrêté d'y aller? C'est un choix personnel ou c'est parce que le discours avait changé? Mais tout seul aussi, les choses se sont faites naturellement aussi. Après, je me suis dit, bon, j'ai pas non plus besoin d'aller à l'église tous les dimanches pour être un bon chrétien. Je pense que être un bon chrétien aussi, ça s'est défini dans notre mode de vie. Hein. Je continue tous les dimanches à écouter mes cantiques, à méditant. Ça me manque quand même si tu as envie de me retrouver avec des gens et de chanter, prier et tout. Mais je vais pas culpabiliser par rapport à ça. Je sais que c'est pas bien grave. Tu es en Belgique, tu es parti par rapport à la Gay Pride et tout. Quel est ton avis sur la Gay Pride? Je ne suis pas contre ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé. Et quand on est en Afrique, on regarde ça à la télé, on est admiratif et tout. Et ça nous fait rêver. On sait que c'est par là que les combats ont commencé. Ça m'est arrivé dans la Gay Pride, tu vois, même si je n'y vais plus depuis plusieurs années. Juste pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Moi, de manière générale, je ne milite pas seulement pour les LGBT. Ça veut dire que, comme le 8 mars approche, s'il y a une marche avec les femmes, je vais marcher avec elles. Tu vois, donc, pour les gens qui me connaissent, c'est ça quand même que oui, quand il y a un truc, s'il y a un truc contre le racisme, j'y vais. C'est vrai que, à la base, mon combat n'était que purement LGBT, mais j'ai élargi un peu mes combats, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de médias. Tu étais très outré. On va prendre les 2 pays dans lesquels tu as vécu, le Cameroun et la Belgique aujourd'hui. Comment est-ce que le traitement de l'homosexualité dans ces médias-là a influencé la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle? Mais c'est différent, hein. C'est vraiment totalement différent. Le sujet n'est pas traité de la même façon, dans le sens où au Cameroun, c'est encore pénalisé. Et même s'il y a certains journalistes courageux qui parlaient du sujet et tout, je parle de Stéphane et tout, qui est décédé. Oui, paix à son âme. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les journalistes, hein, parce que c'est dommage. C'est dommage que tous les médias d'un même pays se limitent seulement à un article qui condamne l'homosexualité et qui s'en tiennent à là. Ici, tu vas pas voir des articles homophobes. Ça va dans un même sens, quoi. C'est le même discours et tout. Il faut être tolérant. Et au Cameroun, c'est pas la même chose, hein. Ce que j'essayais de savoir, c'est en 2006, par exemple, quand ils sortent l'article sur le top 50, tu es un ado. Comment est-ce que ce traitement par les médias te fait appréhender ton orientation sexuelle? Ça m'a fait un choc d'écouter mon histoire à la radio. Franchement, sur le coup, j'ai pas eu peur. J'ai pas réfléchi par rapport à ça. J'ai pas eu à réfléchir. Pour moi, c'était un fait divers, comme on en entend dans les médias camerounais et tout. Mais juste aujourd'hui. Si tu avais un souhait vis-à-vis des médias camerounais et leur traitement de l'homosexualité ou de l'orientation sexuelle d'autrui, quel serait-il? C'est compliqué avec les médias camerounais. Hein. Déjà que c'est pas tous les médias qui sont du côté du peuple. C'est beaucoup plus compliqué quand un fait divers comme celui-là arrive et qu'il soit de votre côté. C'est bien parfois de faire des tables rondes comme je vois et tout. On invite les médias pour parler de ça. Ça permet aussi que les gens aient plus d'infos sur la question et qu'ils aient une autre vision de l'homosexualité, parce que pour beaucoup de gens, c'est encore il faut baisser la culotte pour avoir un boulot, il faut. Mais les gens ne comprennent pas qu'on peut être homosexuel, être normal et tout, et ne pas avoir à baisser la culotte pour avoir un travail. J'ai toujours envie de rencontrer les gens à qui on a proposé ça pour qu'ils aient un boulot. Je dis pas que ça n'existe pas. Les gens sont parfois aussi prêts à tout pour raconter les choses, hein. Oui, il faut que les gens comprennent que voilà, chacun en a la preuve, quoi, que voilà, elle c'est une personne et tout qui est comme ça et elle n'est pas née en Europe, elle est née ici. Mais on dirait que c'est à cause des médias, les médias occidentaux, les séries que Shakira pouvait avoir regardé, qui l'ont poussé à épouser ce mode de vie, comme il disait souvent. Quand j'avais été arrêté, Facebook n'était pas encore comme aujourd'hui. Hein, les gens les mettaient faille. Tout ce que j'ai à papier aujourd'hui, hein, où
toutes les rumeurs, tout va sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore ça comme aujourd'hui. Mais il y avait déjà des gens comme Shakira à l'époque. Ça n'a rien à voir avec la télé, les médias et tout. Non. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tes proches, puisque tu disais qu'ils dépendent, enfin, ils t'appellent souvent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus conscients parce que tu leur tends la main de temps en temps? Mais ça, c'est le propre de l'Africain. Hein. Je pense qu'à un moment où tu as un niveau de vie stable, financièrement, et niveau professionnel et tout ça, peu importe ce que tu fais, les gens vont accepter. C'est triste, en fait. C'est dommage qu'on en arrive là, mais moi, j'ai toujours dit aux gens, j'ai pas besoin d'acheter les gens pour qu'ils m'aiment. Ma famille, je les aide, ma famille. Je ne pas de ma famille directe, je les aide parce que je suis africain, parce que c'est normal que j'aide ma famille, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec ma sexualité. Quand même, je suis arrivé ici, pas la première année. Je pense qu'à un moment, j'ai pété un câble et tout. J'ai fait 6 mois sans parler à ma mère. Parce que justement, j'avais envie de m'imposer par rapport à ça. Parce qu'elle, même quand je suis arrivé ici, elle était toujours derrière moi. Ben voilà, t'es arrivé en Europe, trouver une blanche et tout ça, machin et tout et tout. À un moment, j'ai dit non, stop, ça finit, ça, c'est bon, arrêtez, quoi. Même si j'ai des copines aujourd'hui, c'est pas par rapport à eux, c'est parce que, voilà, je sens que j'ai besoin d'avoir une copine et tout ça, mais je crois qu'ils ont arrêté à un moment d'en parler et tout, on n'en parlait plus, rien. Donc, quand j'avais le numéro de téléphone, c'était des conversations basiques, quoi, mais même quand mes frères viennent chez moi, ils savent, quoi, que moi, j'aime ma vie, tu vois, donc, mais ils sont chez moi, tu vois, s'ils me font chier, je les fous dehors. Il y a toujours des gens qui vont venir vers toi parce que tu es en Europe et tout, et c'est dommage qu'on arrive là. Et moi, si quelqu'un a besoin de moi ou quoi que ce soit, je vais pas lui dire, mais tiens, c'est l'argent d'un pédo que tu manges, quoi que ce soit, tu vois. Donc, je lui envoie de l'argent parce que, voilà, j'aide quelqu'un, tout simplement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de subir des mésaventures liées à ton orientation sexuelle? Virtuellement ou bien physiquement, comme ça? Ce que tu veux. C'est plus sur les réseaux sociaux. Les gens que je fréquente aussi sont des gens vraiment ouverts d'esprit. Si je me rends compte que tu es mon ami et tout, que tu as l'esprit tordu et tout ça, je te tourne le dos complètement. Donc, tu souhaites avoir des gens ouverts d'esprit auprès de toi? Eh oui. Ok. Donc, tu disais tout à l'heure que tu as une copine et tu as un copain. Comment ça se passe? Ma copine, ça va faire 1 an qu'on est ensemble. Et mon copain, je pense, mars va faire aussi 1 an qu'on est ensemble, quoi. J'ai rencontré d'abord mon copain, on va le rencontrer. Ma copine m'a fait savoir qu'il est bisexuel et tout ça. Et je lui ai dit, ça tombe bien, de temps en temps, moi aussi je couche avec les filles, ça ne me dérange pas. Depuis que je sors avec des garçons, j'ai eu à demander 2 fois à 2 mecs de m'épouser. Et ça n'a pas marché, ils ont dit non. Et moi j'ai dit, la première personne qui voudra m'épouser, je vais l'épouser, que ce soit un homme ou une femme. Je suis quelqu'un qui est fer bleu, je suis romantique et tout, j'adore les mariages et tout ça. J'ai bien envie de vivre ce moment. Et justement, mon copain, je voulais quitter la Belgique, je voulais m'installer avec lui. Mais lui ne se voyait pas dans cet idéal de vie. Donc du coup, j'ai commencé à flirter avec une fille sur Facebook et elle est ma copine aujourd'hui. Et tu disais tout à l'heure qu'elle est au courant. Elle est au courant de... Elle est au courant parce qu'on se connaît dans un forum Sawa, parenthèse, où il y a des gens qui semblent me connaître, je ne sais pas qui c'est, mais qui connaissent bien ma vie, et qui ont été dit à son ex que j'étais bisexuel. Et donc, elle est venue me dire. J'ai beaucoup apprécié cette sincérité en elle. Moi, je sais qu'elle est au courant. Quel serait ton souhait pour la communauté LGBT du Cameroun? Les mentalités changent aussi. Hein. Il n'y a pas que des méchants au Cameroun. Hein. Il y a des gens qui sont tolérants au Cameroun. Quoi qu'on dise, quoi. Et c'est ça, c'est très encourageant. Dépénaliser l'homosexualité et tout. S'il faut qu'on arrive au mariage et tout, c'est vraiment des longs débats. On n'est pas sûr que nous, on verra ça, tellement. Pourquoi pas un jour, ce sera bien. Ce serait bien, effectivement. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour tous les pays dans lesquels l'homosexualité est encore pénalisée. Ce qui met fin à la partie formelle de l'interview. La partie qui arrive, c'est ma partie préférée parce qu'elle me permet d'étendre ma culture LGBT. Donc, je vais te donner un mot, une phrase et tu me diras la première chose qui te vient à l'esprit. D'accord? Ok. Un personnage historique ou un personnage queer? J'ai beaucoup plus de respect pour les militants camerounais. Un héros ou une héroïne queer? Steve Nemandé. Un ou une auteure? Je sais pas si je prononce bien, mais c'est Chimamanda Ngozi. Je pense que c'est ça.
Je crois qu'il y a une erreur sur la prononciation. Un plat ou un mets? J'aime le coq des Ewondo avec le sucre. Un animal? Un chat. Une phobie? Avant, j'avais peur de mourir, mais avec le temps, je me suis dit, c'est pas grave si je meurs. Un hobby? Le sport, la muscu. Une série queer? Queer as fuck. Un film queer? C'est que je suis Bobby ou un truc comme ça, avec Suzanne Sarandon. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Je vais poser des questions par rapport à ma fille. Ça, je m'attendais un peu à ce que tu me poses. Ça, tu ne m'as pas posé. Et j'essaie de respecter son intimité. Non, oui, bien sûr. Et même si mon frère Jugon aussi qui est prêtre, tu vois, on n'a même pas parlé de ça. Pour moi, ça était aussi important qu'on parle de ça, mais... Je voulais respecter un peu leur intimité. Mais si tu insistes, allons-y. Comment est-ce que ton frère jumeau a réagi à tout ce que tu traversais? Mon frère jumeau, c'était un peu compliqué. Hein. Je sais que c'est un homme de Dieu. Et il est très radical. Et on connaît toute sa position de l'église sur sa homosexualité et tout. Je pense que jusqu'à présent, sa position est encore la même, hein, parce que je vois un peu ses réactions sur certains articles et tout, sur l'homosexualité et tout ça. Mais l'occasion n'est jamais arrivée qu'on aborde le sujet, même quand je suis au Cameroun. Et c'est pas sur les réseaux sociaux que j'ai envie d'en parler avec lui. Au tout début, il m'a amené chez des amis prêtres et tout ça, pour qu'ils essaient de prier pour moi, ils essaient de me parler et tout. Je suis parti juste parce que je voulais éviter les problèmes. Et aujourd'hui, quand j'en parle encore, ça me fait rire, parce qu'il m'a amené vraiment chez des amis prêtres à lui, qui sont des beaux gosses. Et quand j'arrive, c'est plutôt des beaux gosses que moi. Je voyais pas un homme de Dieu, je voyais pas un prêtre et tout, je voyais un très bel homme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter que vous ne soyez pas aussi proches? Généralement, on dit les jumeaux vivent tout ensemble, mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Non, c'est pas le cas. On a été séparés au moment où chacun a eu son concours et tout. On a été dans des lycées différents et à partir de ce moment, on a plus été proches, hein, jusqu'aujourd'hui. Ta fille, elle est née en 2008, ça veut dire qu'elle a quoi? Elle a 13 ans aujourd'hui? 13 ans, elle aura 13 ans, je vois. Est-ce que ça t'arrive de craindre qu'elle ait la même orientation sexuelle que toi? Non, je ne me suis jamais posé la question. Mais si ça arrive que ma fille soit, entre guillemets, LGBT, c'est sa vie, hein. Elle viendra me dire si elle a un copain, si elle a une copine et tout. Je préfère qu'elle vienne me le dire moi-même. Mais je vais pas m'immiscer dans sa vie, quoi. Donc pour toi, c'est laisser l'enfant grandir et décider... Oui, sa vie, suivre son chemin et tout. Parce que j'ai eu un petit débat avec ma copine et tout par rapport à ma fille. Parce que ma fille commence à avoir des seins qui poussent et des poils qui vont avec, quoi. Donc du coup, elle me dit qu'elle aimerait quand même que ma fille s'épile la aisselle et tout. I was like, what the hell? Tu sais que ma fille a 12 ans, et que c'est encore une gamine. Tu veux dire une gamine de 12 ans de s'épiler? Oh là 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 là. Et surtout que moi je suis féministe. Elle est entrée sur un terrain vraiment bourru, tout ça et tout. J'ai dû lui dire que non. Ce n'est pas... Tu la laisses faire ce qu'elle veut. Elle va s'épiler quand elle aura envie. Moi, ça ne me dérange pas. Elle me dit oui. Non. Ma fille est d'abord une petite fille pour le moment, avant d'être une femme. Elle va pas se le faire pour plaire aux gens. Non, elle doit le faire parce qu'elle a envie de le faire. As-tu déjà eu à discuter avec ta fille de, voilà, si elle voit un mec passer ou une meuf, qu'elle sache que... Non. Moi, je pense que le cadre dans lequel elle est actuellement, je pense pas qu'elle pourra comprendre. D'accord. Quand je la prendrai d'ici l'année prochaine ou 2 ans et tout, oui. Je pense qu'il va falloir qu'on discute avec moi par rapport à beaucoup de choses, pas juste par rapport à ça. Mais je veux juste la laisser grandir et tout. Elle pourra pas comprendre tout de suite, quoi. Tu veux préserver son innocence? Oui, je tiens vraiment. Quand elle sera en âge de comprendre, je vais lui parler d'autre chose, quoi. Je ne compte pas cacher ma fille que j'étais en prison, hein, ça loin de là. Hein. Mes enfants, tôt ou tard, il va falloir que je leur parle de ça, quoi. Pourquoi c'est important que tu leur en parles? Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Je vais leur apprendre à être tolérants, à accepter les gens tels qu'ils sont, à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Et si je dois leur apprendre tout ça, il faut que je leur dise ce que j'ai vécu, pour qu'ils comprennent que le monde dans lequel on vit n'est pas toujours comme ils pensent et tout, et qu'ils doivent être gentils avec des gens, et puis voilà, quoi. Tu n'as pas peur qu'ils te rejettent, comme ça a été le cas avec tes proches? Non, j'ai pas peur qu'ils me rejettent. Si ça arrive, j'aurais échoué dans ma manière de les expliquer pour les choses, ou je n'ai pas réussi à
Elle a fait comprendre certaines choses, mais non, j'ai pas peur du tout qu'il me rejette. Je n'ai pas envie que ma fille la pointe de quelqu'un d'autre. C'est là que c'est important pour moi de lui en parler personnellement. Parce que quelqu'un d'autre pourrait déformer la vérité. Oui, ne pas lui dire les choses, ne pas lui dire ce que moi j'ai vécu. C'est pas moi qui lui raconterai l'histoire, c'est moi qui ai vécu le truc, quoi. Donc, c'est totalement différent. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de t'asseoir avec nous, de replonger dans ces moments noirs de ta vie et de partager ton histoire. Ouais, c'était un plaisir. Hein. Et si jamais j'ai d'en parler, quoi, si ça peut inspirer plus d'un, si ça peut aider des gens, voilà, qui sont au bout du gouffre, qui n'en peuvent plus et tout. Bon, si mon histoire peut leur donner un peu de réconfort, pourquoi pas? C'est le but, quoi. Oui, c'est exactement le but. Et si les gens veulent rentrer en contact avec Nicolas, quel est le meilleur moyen de le faire? Les réseaux sociaux. C'est plus par là que les gens me contactent, en fait. D'accord, Je reprends toujours un message, quoi. On rajoutera les liens de ces différents comptes dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Nicolas, et à la prochaine. Salut. C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queerafro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.